Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle session du webinaire technique Würth Électronique France. La session commence maintenant. J'espère que tout est bien réglé chez vous, que vous êtes confortablement installé dans votre fauteuil. C'est parti. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de modérer cette session. Je m'appelle Germain. Et en guest star, voilà notre ami Alain Lafointe, qui est donc ingénieur d'application comme moi, le niçois de la bande. Moi, je vous appelle à l'heure actuelle du Gard, on va dire sous le soleil, mais caché dans un bureau. C'est parti, j'espère que Alain, tu m'entends. Je vais bientôt te passer la main. Juste en attendant, je vous rappelle que cette session va durer 30 à 45 minutes. On se laisse une flexibilité pour les questions-réponses. Votre micro est coupé, pas d'inquiétude. Et vous avez tout de même la possibilité d'interagir avec nous par la fenêtre questions qui est sur votre ordinateur, un petit onglet à dérouler, ou si vous utilisez un iPad ou une tablette plus généralement, le bouton point d'interrogation. Quand ça sera terminé, bien sûr, il y aura la possibilité pour vous de nous poser des questions supplémentaires via l'adresse qui s'affiche. Il y a un petit questionnaire satisfaction et on sera ravis d'avoir vos suggestions pour des prochains sujets et vos remarques constructives pour améliorer nos sessions. On a d'autres webinaires disponibles sur YouTube et on a une page assez active LinkedIn France qui nous permet de relayer ce genre d'informations. Voilà, à propos de LinkedIn, voici la publication qui a été communiquée pour ce séminaire aujourd'hui. Et voilà, pour moi, le moment est venu de passer la main à Alain. Je reste connecté pour lire vos questions et y répondre en privé ou les relever à Alain en fin de session. Alain, j'espère que tu m'entends. Moi, je t'entends, c'est bon, voilà, très bien. Et je te passe la main tout de suite. C'est à ton tour. Cool, bonjour à tous, bienvenue à cette visio apéro de post-confinement. Je ne sais pas si vous êtes encore en télétravail ou si vous avez regagné vos bureaux respectifs, mais en attendant, j'espère que vous aurez plaisir à partager cette session avec moi. Et si vous avez des questions, comme l'a dit mon estimé collègue, vous avez le petit onglet. Si vous avez en fin de session la possibilité de reposer des questions. Et si vous êtes super bavard, eh ben, on pourra toujours avoir une conversation plus tard par téléphone, par visio et autres choses de ce style-là. C'est Donc, c'est la beau. deuxième. À tout à l'heure, Ouais, t'as Alain. vu un peu. Ouais, ciao. Ferme mon micro. Donc, Salut. c'est la deuxième partie de la présentation CAPA. Si vous étiez connecté vendredi, on a parlé essentiellement du calcul de la CAPA d'entrée et de sortie en état d'équilibre. Rien à voir avec la compensation, hein, juste l'état d'équilibre. Il n'y a aucune variation d'entrée-sortie, de charge, de rien du tout. C'est juste qu'il y a un ripple à l'état d'équilibre qui doit être contrôlé et la capa d'entrée est surtout dédiée pour le filtrage parce qu'on n'a pas le droit, il paraît, en CEM d'émettre trop de bruit. Donc, comment utiliser une capa? Aujourd'hui, on va parler du mode transitoire. Donc, j'ai un pros que je suis en train d'alimenter. Il était en mode pépère, il faisait pas grand-chose. Et puis d'un coup, on lui demande de travailler. Donc, il va me faire un appel de courant. Et mon alimentation doit fournir cet appel de courant de façon très rapide ou suffisamment rapide pour que le pros soit content. Et il ne faut pas que les overshoots et undershoots soient trop élevés. On verra ce que ça veut dire trop élevé juste un peu plus tard. La capa, comme je disais la semaine dernière, c'est super simple à utiliser, mais beaucoup de gens peuvent avoir oublié la faute à faire des copier-coller de valeurs. Pourquoi je mets une 100 nano en filtrage? Bon, je sais pas, ça vient de la note d'application ou ça vient d'un ancien design et on se retrouve à faire des erreurs ou au moins de faire de l'utilisation un peu à l'aveugle. C'est mignon parce que la céramique, c'est pas cher. Par contre, ça a eu un effet super négatif, ne serait-ce qu'il y a 1 an et demi,
quand la céramique était sous allocation, et notamment ces fameuses valeurs 1, 10, 100 que tout le monde utilise, mais personne ne sait pourquoi. Et comme tout le monde l'utilise, même les fabricants d'appareils portables, bah, vous vous êtes retrouvé avec des shortages à 50 et quelques semaines sur un tout petit boîtier à la con en 0603 100 nano qui coûtait que dalle. Donc, le fait de faire des calculs va permettre de pouvoir harmoniser une datasheet ou une bill of material pour avoir la valeur dont on a besoin et pas la valeur que le mec d'en face a utilisée 2 jours avant. Et on n'a pas besoin de grand-chose. Bon, je ne vous la refais pas si vous étiez connecté, on n'a pas besoin de grand-chose, mais on a juste besoin de se rappeler quelle est l'équation qui gère la kappa. Comme on a besoin d'avoir la valeur d'inductance et on a l'équation de l'inductance V égale LDI sur DT, on peut très bien jouer avec le VDT et le LDI en fonction d'un drive en tension ou d'un drive en courant. Ça ne va pas aller chercher très très loin. Par contre, on peut jouer pendant des heures avec ces équations. Même chose avec la kappa, hein, pour récupérer l'équation, on va faire ça vite. Je prends deux plaques, je mets un champ électrique, hein, parce qu'il y a des charges positives, des charges négatives et un champ électrique. Je mets une charge au milieu parce que j'ai envie et la charge va expériencer une force QE. Si je veux faire bouger la charge, il faut que je lui applique un travail pour la déplacer. Donc, le travail pour la déplacer, ben, c'est la force qu'elle ressent multipliée par la distance. Donc, la force, c'est QE. Donc, hop, 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 on change. Et du coup, ça me donne l'équation de la tension. Parce qu'en général, quand on pose la question aux gens, qu'est-ce qu'un courant électrique? Instantanément, on dit c'est un flux d'électrons. Quand on pose la question, qu'est-ce qu'une tension? 9,9 fois sur 10, on a tendance à avoir la réponse, c'est une différence de potentiel. Oui, mais c'est une tension. Et la différence de potentiel, c'est quoi? Donc, la différence de potentiel, c'est juste le travail que j'ai besoin d'appliquer à la charge pour une distance. Donc, il y a bien une différence de potentiel qui représente la distance et le travail que je lui ai fourni pour la virer un peu plus loin. Autre équation qui est super utile. Bon, je fais passer les salles, hein, donc on va récupérer l'équation. C'est un axiome, donc ça c'est take it or leave it. Il n'y a pas de démonstration. C'est un physicien qui a dit la tension, c'est aussi la quantité de charge par coulomb. Voilà, ça c'est take it or leave it aussi. Et ça, c'est une des équations les plus importantes. La variation de la charge est égale à la capacité multipliée par la variation de tension. Donc, si je veux contrôler ma variation de tension, c'est vite fait. Il faut que je contrôle la variation de la charge, etc., etc. Mais pour calculer les kappa dans n'importe quelle application, on ne va pas aller beaucoup plus loin que ça. Donc, avec toutes les équations, quand je sors mes inconnus en fonction de ce que j'ai envie, je m'aperçois que la kappa, c'est égal à la permittivité multipliée par la surface. Donc, quelle que soit la kappa, on se débrouille pour connaître la surface, divisé par la distance. Le fait de rajouter un diélectrique, ça me sert à quoi? Ça me sert à avoir des bonus. Si je regarde la kappa, c'est la permittivité du vide. Je rajoute un diélectrique, je n'ai plus la permittivité du vide, j'ai la permittivité du matériau que je mets dedans. Donc, je vais créer un petit champ opposé au champ électrique, ce qui va me permettre d'avoir par rapport à la kappa du vide un champ électrique moins élevé, une tension moins élevée. Donc, c'est tout bénef pour moi. Et l'avantage, cerise sur le cajou, c'est que ma valeur de kappa, elle, va être augmentée. Donc, en fonction de la valeur du diélectrique, pour un même volume, je vais avoir des kappa plus élevés. Donc, moins de champ, moins de tension, plus de kappa. Je suis le roi du pétrole. Si je regarde l'énergie que je stocke, donc même combat, même punition avec des quantités infinitésimales, donc on passe le calcul. Vous les aurez si vous avez envie en téléchargeant la présentation sous format PDF.
Donc l'énergie stockée, c'est un demi de CV2, qui est très très similaire à notre ami inductance. Si on fait un comparatif inductance kappa, vous avez la valeur d'inductance, c'est la perméabilité multipliée par la cross-section divisée par la longueur moyenne du champ magnétique, puisqu'il boucle. La kappa, c'est la permittivité, la surface divisée par la distance. Donc, d'un côté, je joue avec le champ magnétique, de l'autre côté, je joue avec le champ électrique. Quand on parle de CEM, on parle de champ électromagnétique. On ne sait jamais trop quelle est la contribution du champ électrique ou du champ magnétique. Ça dépend des impédances et autres choses comme ça. Donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir une combinaison inductance kappa pour dealer avec et le champ électrique et le champ magnétique. De l'inductance seule, c'est joli, c'est mignon, mais c'est pas optimum à 100%. Et mettre du tout capacitif, comme les gens font beaucoup dans les notes d'appli parce qu'ils sont racistes, ils n'aiment pas les inductances et les ferrites. Ça fait sale dans une note d'appli de parler de filtrage. Par contre, les kappas, tout le monde est habitué. Donc, je peux mettre une palanquée de kappa en entrée, ça ne dérange personne. Sauf les courants d'ampel au démarrage, mais ça, c'est un autre débat. Énergie stockée, un demi de Li carré, un demi de CV2. Avec l'inductance, je joue avec le champ magnétique, donc avec le courant. Avec la kappa, je joue avec le champ électrique, donc avec la tension. Et les énergies par unité de volume, c'est juste pour le fun. Quand on joue avec une alimentation à découpage, donc là, ça c'était mon introduction pour vous habituer à mon accent parce que mon collègue Germain a dit que j'étais niçois, mais vous avez déjà dû probablement me caser dans le nord de la France, voire de l'autre côté de la frontière. Mais je vous assure, là, je suis juste à côté de Nice, tranquille, pas loin de la terrasse. Et le chien que vous entendez, c'est pas le mien, c'est dehors parce que j'ai les fenêtres ouvertes chez nous, il fait chaud. Voilà. Alors, quand on fait de la lime à découpage, il y a plein de paramètres qu'on doit prendre en compte. Les caractéristiques électriques, ça va du cahier des charges. J'ai pas grand-chose j'ai pas grand-chose en degré de liberté, c'est mon cahier des charges. Donc j'ai des entrées minimum, maximum, j'ai des nominales, j'ai des ripples de tension acceptables pour la charge. Donc c'est ma charge qui va définir quel est le ripple. Aujourd'hui, un ripple en état d'équilibre, 1%, c'est pas déconnant. J'ai des variations de charge, donc j'ai des courants minimum, maximum. Quand je calcule des kappas et si je fais du flyback offline, donc sur le secteur, il faut que je prenne en compte, est-ce que je dois faire le calcul en perdant un demi-cycle sur mon sinus redressé ou pas? Parce que la valeur de la kappa d'entrée, c'est le point le plus crucial du flyback, puisque si je la sous-estime, la tension minimum que j'espérais sera plus basse, ce qui fait que le courant dans le transfo sera plus élevé que ce que je pensais, puisque le calcul se fait tension min, courant max, à puissance donnée. Donc, si j'ai une tension plus faible qu'espéré, le courant va augmenter. Donc là, je peux avoir un problème de magnétostriction dans mon transfo à faire du bruit. Les bons vieux bruits bien lourds, des aliments à découpage, ou je peux le saturer si j'ai vraiment pas de chance. On ne parle pas de la capa du flyback aujourd'hui. Temps de réponse dynamique, c'est ce qu'on parle, c'est sur les transitoires, c'est ce qu'on va faire. Comment dealer avec cette réponse? Donc, je suis en état d'équilibre et il se passe quelque chose sur la charge. J'ai un appel de courant ou j'ai une baisse de courant, donc overshoot, undershoot. Line regulation, load regulation, ça c'est plus la compensation. Ça pourra faire le débat d'un autre webinaire ou d'un autre séminaire. Le rendement, évidemment, en fonction de l'argent que je peux mettre sur la table, je peux espérer faire des aliments à découpage à 95, 16, 17% de rendement. Si je ne mets pas d'argent sur la table, il ne faudra pas que je m'étonne d'avoir moins de 90. Autre cas qui est important, c'est les températures ambiantes, les températures de travail, température de stockage, mon boîtier, comment je vais faire la dissipation thermique. Safety aussi, qu'est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit de tuer des gens ou est-ce que je dois mettre des isolations? EMI, ça, de toute façon, c'est le standard qui va me le dire.
quel est le standard que je dois suivre, où c'est qu'on va me regarder en émission conduite, en émission rayonnée, etc. Surge, est-ce que je dois protéger mon alimentation sur un overshoot en mettant une diode de puissance ou une varistance? Et puis après, qui peut le plus, peut le moins. Est-ce que je peux dealer avec un overvoltage ou un under voltage? Plein d'autres choses qui peuvent être en option. Tant que j'ai l'argent à mettre sur la table, j'ai ma boîte d'outils nécessaires et puis après, j'ai ma boîte optionnelle si je peux rajouter les options dedans. C'est super. Pour les CAPA, ce qui est mortellement intéressant, c'est la durée de vie. En général, quand on demande aux designers quelle est la durée de vie de votre système, la réponse la plus basique, c'est le plus longtemps possible. C'est mignon, mais c'est pas complètement intéressant. Si je prends une capa chimique, la bonne vieille chimique liquide, et que je dis ben je veux qu'un vive le plus longtemps possible, bah ouais mon gars, mais une alimentation, si je la fais durer 8 heures par jour, ça me fait 14 000 heures. Oui, encore, je ne vois même plus, ouais, ça doit être 14 000 heures, la slide. Donc, si je prends une low cost 85 degrés, 2000 heures de durée de vie, pour arriver à 14 000 heures de vie fonctionnelle, ça va un peu me piquer les yeux. Et si je passe à 24 heures par jour, ben, je vais multiplier par 3, donc ma 85 degrés, 2000 heures, ben, je peux la virer pour essayer de passer sur une 105 ou une 125 ou sur une long life. Donc ça, c'est vraiment important de connaître la vraie durée de vie, pas celle hypothétique marketing, mais la durée de vie du design. C'est comme ça qu'on fait de l'obsolescence programmée. Hein. On fait péter une capa. Et puis, s'il y a quelqu'un qui gueule, on lui dit bah, j'avais pas l'argent pour mettre quelque chose de plus cher. Voilà. MTBF, m'en fous un peu. Moi, je vous donne le failure in time parce que le MTBF, c'est à vous de le calculer en connaissance du nombre de défaillances que vous avez envie d'avoir. Bon. Et à la fin, failure mode, quand mon alim tombe en panne, est-ce que je la tombe en panne en court-circuit ou est-ce que je préférais qu'elle tombe en panne en circuit ouvert, des choses comme ça. Et bien évidemment, ça serait trop beau parce que ça c'est un kiff. On peut pas, en tant qu'ingénieur, on peut s'amuser à faire ça. Sauf qu'il y a toujours un acheteur barbare qui arrive et qui me dit bah, vas-y, calme-toi parce que il faut que ça coûte pas cher. Donc, il faut faire des calculs et il faut optimiser, il faut faire un compromis entre ce que j'adorerais et puis ce que je peux me payer. Voilà. Donc, un abaisseur de tension, au final, c'est quoi? Eh ben, un abaisseur de tension, simplement expliqué, comment j'abaisse une tension? Ben, je génère un signal carré, bim, je prends la moyenne et c'est bon, ben, j'ai abaissé la tension. Sauf que si je colle ça sur un pros ou n'importe quelle charge, je crois qu'il ne va pas aimer beaucoup. Donc, il faut que je l'injecte dans un filtre LC pour pouvoir récupérer sa composante continue. Voilà l'idée. Après, bah, il y a toujours un mec en CEM qui va me dire, bah, tu sais, tu ne peux pas émettre trop de bruit, hein, il faut que tu fasses un peu de filtrage. Bim, capot d'entrée. Et puis après, ben, j'ai un pros qui va me dire, ouais, ben, moi, des fois, j'ai besoin de 500 milli, mais après, j'ai besoin aussi de 1 ou 2 ou 3 ampères en pic. Et j'aimerais bien que tu me le fournisses en une microseconde ou quelques centaines de nanos. Donc, en fonction de ma ligne, si mon input elle est loin de mon alim, je vais avoir une inductance parasite du fait de la piste. Éventuellement, cette inductance, ça peut être une inductance de filtrage d'entrée. Donc, ça va me ralentir l'appel de courant. Et pour pas avoir un problème de défaillance parce que je ne suis pas assez rapide, ben, l'idée, c'est pas de virer l'inductance parce que je ne peux pas le faire. J'ai besoin aussi d'une inductance de filtrage. Donc, l'idée, c'est d'enfumer ce beau monde et de rapprocher un réservoir d'énergie au plus proche. Ben, comme ça, ben, si j'ai besoin de transférer de l'énergie, je suis très près, je vais pouvoir annuler l'effet de cette inductance-là. Et sur la sortie, pareil, je vais avoir des undershoots ou des overshoots et il va falloir que je les contrôle. Le ripple en steady state ou en état d'équilibre,
On l'a traité vendredi. Donc, une contribution de SR et la contribution de la kappa, plus une petite chouille de SL en fonction de la techno de la kappa que j'utilise. Et il faut que je maintienne ce petit monde dans un ripple donné, 1% ou X% en fonction. Quand j'ai mon appel de courant, eh ben, j'ai les transitoires qui apparaissent, donc overshoot, undershoot. Overshoot, ça serait cool que j'explose pas l'IC. Undershoot, ça serait cool que je tape pas dans l'undervoltage ou que je tape pas dans un niveau bas de l'alimentation qui disent aux pros, tiens, il y a problème ou tu es en train de changer de mode alors que c'était pas vrai. Donc, ça, c'est à contrôler. Et c'est un niveau acceptable, il n'y a pas de règle. Chacun voit l'acceptabilité là où il a envie. Ça peut être 100 milli, 200 milli, 300 milli, on s'en fout. L'idée, c'est de dire si j'ai besoin de 200 milli ou 100 milli, c'est de m'assurer que dans tous les cas, j'aurai ce contrôle-là et que mon overshoot ne dépassera pas. Et on va voir comment faire avec les capas. Donc, dans la vraie vie, ben, il y a quand même pas mal d'éléments parasites qu'il faut prendre en compte, les ESL, les ESR, les petites résonances de ci, de là qui peuvent apparaître, de grandes familles de bruit dans l'alimentation en découpage, la fréquence de découpage à proprement parler avec ces harmoniques. On sait, hein, le carré, il n'existe pas, c'est un trapézoïde. Donc, la largeur de bande et le nombre d'harmoniques que vous allez retrouver dedans dépend du temps de montée, dépend aussi du rapport cyclique. Donc, ça, c'est en fonction, plus toutes les petites résonances en fonction du design. Donc là, là, on parle de quoi? On parle d'une fin de bande en mode conduit avec un début de bande en mode rayonné, puisque ça va peut-être commencer entre 10-20 MB. On est toujours dans le conduit, puis ça va monter jusqu'à peut-être 100-200 mégas en général. Il n'y a pas non plus de formule magique. On a toujours des surprises, mais c'est dans cette bande-là qu'on peut espérer faire un filtrage pendant design en se disant, il faut que je filtre ma fréquence de découpage et il faut que je filtre entre 30 et 200 MB. Donc, il faut que je mette de la ferrite et des filtres un peu haute fréquence. Bon, la semaine dernière, on a fait un calcul de la kappa d'entrée à 19 micros. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est juste parce que j'avais envie de contrôler le ripple en entrée de tension à 50 millivolts. Tension d'entrée 19 volts, tension de sortie 5 volts. Ça, c'est le ripple, le rapport cyclique calculé. Fréquence de découpage 820. Pourquoi 820? C'est juste que sur ma simule, j'ai utilisé un chip de LinearTech ou analogue aujourd'hui en utilisant LT Spice et que c'était sa fréquence à laquelle il aimait bien jouer. Calcul de la valeur d'inductance 10 micros parce que je voulais maintenir un ripple de courant à 45%. Autre débat de pourquoi ces valeurs-là. Ce qui fait que la kappa, bon là j'ai eu un peu la main lourde sur la kappa d'entrée, mais c'est juste une application numérique, c'était le détail du calcul le plus intéressant, 19,4. Pourquoi je rappelle ça? C'est parce que maintenant on va calculer le transitoire et on va se poser la question de savoir est-ce que ma kappa d'entrée est suffisante ou est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose d'autre. Donc, quand est-ce que j'ai besoin? En fait, ça, c'est le schéma que j'ai en entrée. J'ai une inductance parasite. J'ai déjà ma kappa de ripple, C2. Est-ce que j'ai besoin de C1 ou pas? Comment je le sais? J'ai un appel de courant. Donc, je suis tranquille, mode pépère, et je passe en mode warrior à un temps donné de quelques centaines de milli à quelques ampères. Et il faut que mon alim soit suffisamment rapide pour passer de cet état paisible à cet état full option. Est-ce que je suis assez rapide? Si je suis assez rapide, j'ai pas besoin de kappa supplémentaire. Si je suis pas assez rapide, ça veut dire qu'il faut que j'en rajoute. Comment je vois ça? C'est en estimant ce temps de montée que j'ai ici. Et ça, c'est le moment où mon pros avait besoin du full. Et ça, c'est le moment où je sais le lui donner.
Si c'est pas en équilibre et si c'est pas en adéquation, il faut que je puisse fournir ce réservoir d'énergie manquant. Ça tombe bien, c'est un triangle. Calculer les aires des triangles, on s'en rappelle encore. Donc, on peut y aller et on peut regarder ce qui se passe. À noter, le temps de montée sera défini par ce filtre LC, mon inductance parasite, avec la kappa. Et le temps de montée, on peut l'estimer parce qu'on sait estimer le temps de montée ou la réponse à un échelon d'un système du second ordre, puisque le filtre LC, c'est un système du second ordre. Donc, il y a une formule magique qui dit que le temps de montée, c'est 0,35 divisé par la bande passante ou la fréquence de coupure. Pourquoi 0,35? Parce que c'est une estimation des calculs qui prennent 3 pages des temps de montée sur un système du premier ordre et que en première estimation, le système de second ordre peut l'utiliser aussi. C'est vrai, hein, c'est pas une formule qui sort de nulle part et d'un chapeau. Ma bonne vieille variation de charge, ça c'est important parce que c'est elle qui va me permettre de faire tous les calculs. Et mon courant d'entrée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la variation de charge? C'est la surface ici, donc un demi de la base par la hauteur. Donc, voilà, je remplace le temps de montée par cette équation-là. Donc, j'ai le 0,35 pi qui apparaît. J'ai mon delta I et j'ai mon racine de LC qui vient d'ici. Ensuite, je vais extraire la kappa, puisque c'est elle que j'ai besoin de connaître. Donc, c'est la variation de charge au carré, puisque je la sors de la racine, blablabla, juste des maths, on les pose une fois, tout va bien. C'est pas très sympathique comme équation, donc on va les rechanger encore un petit peu. Je rechange la variation de charge par CdV, donc voilà. Et je vais chercher la valeur de la kappa. Donc, je sors la valeur de la kappa, puisque j'en ai une ici, j'en ai une là, j'en ai un peu trop. Donc, ça me fait 1,21, le delta I carré fois L divisé par le delta V carré. Ce genre de formule, vous le retrouvez souvent en pop-up dans les notes d'appli, notamment ceux qui font des modules de puissance. En module de puissance, que vous n'avez accès à rien du tout, vous n'avez pas accès aux valeurs qu'il y a à l'intérieur, vous avez accès à rien du tout. Par contre, de temps en temps, vous trouvez un pop-up en disant ah bah si vous avez un transitoire, vous avez qu'à utiliser cette formule. Merci, mais moi, si je ne sais pas d'où elle vient, je ne sais pas l'utiliser parce que je ne sais pas quels paramètres je peux changer. Donc là, vous avez l'explication de cette équation. Vous la retrouvez notamment chez Ricoh, dans les gros modules, chez Texas aussi. Donc là, voilà. Donc, ce qui veut dire que ma kappa que je vais rajouter, c'est la kappa totale que j'ai besoin, moins la kappa que j'ai déjà calculée, pour savoir si j'ai un manque ou pas. Donc, on fait un exemple pour bien comprendre. J'ai une inductance parasite de 500 nanos. Ça veut dire que j'ai probablement pas de filtre d'entrée. C'est juste la longueur de piste qui me donne la valeur de l'inductance. Précédemment, j'avais 19 micros de valeur de kappa. Donc, pour une variation jusqu'à 1 ampère, on part de quasiment rien du tout à 1 ampère. La kappa que j'ai besoin pour être sûr de fournir le courant on time, c'est 3,4 micros. J'ai déjà 19, je n'ai pas besoin de kappa supplémentaire, donc je suis tranquille. Mettons que maintenant j'ai rajouté une petite inductance de filtrage, 500 nanos sur exactement le même design, qui fait que maintenant sur mon transitoire, forcément j'ai multiplié par 10 la valeur d'inductance. Et ici, je vais multiplier par 10 la valeur de kappa que j'ai besoin. Donc là, j'avais 19. Maintenant, j'ai besoin de 34. Du fait que l'inductance me ralentisse, il faut que je
je fasse grossir un poil la capa d'entrée. Ça, c'est important quand vous mettez un filtre d'entrée, si vous avez un transitoire, veillez à recalculer la capa que vous avez besoin en entrée, en changeant les valeurs parce que quand vous allez faire des tests, vous êtes peut-être amené à changer les valeurs. Voilà, ça c'est l'historique de la capa transitoire en entrée de l'alimentation découpage, comment je peux utiliser ça. Maintenant, on va jouer avec la capa de sortie. C'est sur le même principe. Ça, c'est les ripples en fonction de la techno de composants. Vous avez la possibilité de pouvoir choisir, de savoir si c'est une contribution de SR, si j'ai un peu de SL ou si je suis un peu sur la céramique parce que j'ai quasiment pas de SL et j'ai quasiment pas de SR, etc., etc. Pareil, la semaine dernière, pour avoir un ripple constant à 1%, on a calculé 3,3 microfarads avec un ESR qui doit être inférieur à 73 milliohms. Donc, comme moi, je ne paye pas les CAPA, j'ai décidé d'en mettre deux en parallèle de la même valeur, hein, parce que comme on sait bien que souvent, quand on fait un calcul, les gens ils multiplient par deux le calcul qui a été fait. Et puis, comme ça permet de tuer le SR et puis d'être sûr d'être en dessous de la valeur. Donc, en simule, j'avais besoin de 50 millivolts. Bon, en mettant la méthode brutale, j'ai un ripple qui est juste à 13 milli. Mais bon, j'ai doublé quand même les valeurs de kappa. Et là, ça est un transitoire. Donc, je veux un transitoire pareil qui me monte à 1 ampère. Et ça, c'est la réponse de mon alim sur le transitoire. Je suis à 161 millivolts d'undershoot et d'overshoot. Et évidemment, ça ne me plaît pas parce que comme ça, je fais le calcul. Parce que si je dis maintenant, c'est bon, ça me plaît, on ne fait pas le calcul du transitoire. Donc ça, c'est facile. Il y a plusieurs, avant de parler à la formule, il y a plusieurs façons de fumer ou d'amortir cet overshoot et cet undershoot. On peut travailler sur la compensation pour l'accélérer un poil pour pouvoir répondre plus vite. On verra après en fonction. Si pareil, si j'utilise un module et que je n'ai pas accès à la fonction, à la compensation, à la régulation, ou si je me rappelle tout simplement plus comment ça marche, ça peut arriver parce que maintenant toutes les fonctions sont intégrées dans les IC. Dans le meilleur des cas, on a deux kappa et une résistance qui sortent quand on est en mode courant et on ne sait pas vraiment les influences. Et où c'est un module, et là pour le coup, de toute façon, je n'ai pas accès, donc la seule chose que je peux faire, c'est jouer sur la capa de sortie. Donc on va prendre l'exemple de jouer sur la capa de sortie. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est des maths, mais l'explication est la plus simple. Je suis en état d'équilibre, je suis full en énergie, mon inductance est chargée, ma capa est chargée. C'est les équations de l'énergie, inductance capa. Et dans le worst case scénario, c'est à ce moment-là que je vais me prendre un overshoot dans la tête. Donc, il faut que je mette une capa qui deal et qui compense cet overshoot. Et je ne change que la valeur de la capa, je ne change rien d'autre. Donc, c'est l'équation mathématique. Et donc, la valeur de kappa que j'ai besoin, je sors juste la kappa de cette équation-là. Donc, ça me permet de ne pas regarder ma compensation et de changer la vitesse ou de changer la fréquence de crossover pour augmenter un peu tout ça. Donc, je vais directement mettre qu'une kappa. Sur l'application, je veux contrôler mon ripple en sortie à 100 milli. Ça, c'était toujours mon inductance d'avant. Donc, ça me dit que j'ai besoin d'une kappa qui fasse 15 micros. J'avais 3,3 en état d'équilibre et là, j'ai besoin de 15. Donc, si vous avez un transitoire, ce n'est pas la peine de calculer la kappa en état d'équilibre parce que de toute façon, la kappa en transitoire sera beaucoup plus élevée. Et après, je peux faire une simulation pour regarder si ma kappa va faire le job. Là, j'ai augmenté la kappa, je passe en 2 fois 20, j'avais 15, je mets 20 micros. J'arrive à 105 millivolts, qui pourrait être acceptable. Mais là, ce qui se passe,
c'est que je commence à avoir une chouille d'instabilité. Donc la valeur de kappa, elle n'est pas, c'est pas innocent de changer la valeur de la kappa. Je change les pôles et les zéros, donc je change la fonction de transfert. Donc ma compensation pourrait ne plus compenser comme j'avais aimé précédemment. Et c'est là que si je suis en train de faire mon alim à découpage, où j'ai accès à tout, je peux essayer de jouer avec le feedback et je peux essayer de jouer avec, si c'est en mode courant, avec ces fameuses résistances, ces kappas que j'ai à la sortie de l'AOP et que quand l'AOP est intégrée dans l'IC, j'ai une pin qui traîne où j'ai deux résistances RCP, RC machin et c'est quelque chose. Là, en changeant, donc j'ai mis c'est une compensation en courant juste avec résistance kappa. J'ai changé la valeur de la résistance pour pouvoir ralentir un poil l'overshoot que j'avais. Donc, d'un côté, j'ai la kappa, puis de l'autre, j'ai essayé de travailler avec un crossover un poil plus vite, tout en ayant un overshoot qui soit contrôlé. Donc, en mettant une valeur, il y a des calculs, mais bon, comme c'est de la compensation, il faudrait un séminaire. Mais c'est pour montrer l'effet de la modification de la compensation. Donc là, je tombe à 76 milli et j'ai plus de début de ringing. Donc là, je peux dire que je suis stable. Est-ce que j'ai une marge de gain, une marge de phase suffisante? Ça, c'est un autre débat. Mais si j'ai un transitoire maîtrisé et que j'ai rien d'autre qui doit être annoncé dans mes specs, eh ben, pour moi, ça me va. Donc, on s'en fout. Ben voilà, c'est la fin. J'ai parlé beaucoup. Si vous avez des questions, Germain, tu peux reprendre la main si tu as envie, ou ouvrir ton micro si tu n'es pas en train de dormir. Et Je suis là. si vous avez des questions, eh ben, écoutez, c'est avec plaisir. Très bien. Merci beaucoup, Alain. Je reprends juste la main. J'ai pas de questions techniques. J'imagine que c'est parce que tu as été très clair. J'ai quelques questions pratiques pour lesquelles je vais répondre à l'oral. Voilà. Le temps que d'autres questions arrivent, je remets juste la petite slide question que je ne vois pas. Je suis étonné. Donc, ben, moi, oui, J'arrive. les slides seront disponibles en PDF à télécharger, celle de vendredi, puisque je vois qu'il y a une personne qui était là vendredi aussi. Celle de vendredi et celle d'aujourd'hui sont inclus dans la même présentation en fait en séminaire. Ça là dure presque une journée parce qu'on fait aussi de la manip et des mesures sur les alimentations à découpage. Donc ouais, c'est disponible en téléchargement. Voilà, donc comme le dit Alain, je vous mets également tout de suite dans le chat pour ceux qui veulent le lien vers tous les replays, ce qui fait que du coup vous pourrez revoir l'épisode 1 de ce sujet sur les CAPA. Voilà, donc ça part maintenant dans le chat, voilà, vous le recevez tous. Le PDF, vous pouvez nous le demander. J'ai bien noté à la personne qui l'a demandé là sur la fenêtre question, je vais vous l'envoyer. D'ailleurs, c'est quelqu'un que je vais appeler cet après-midi, hein, je lui ai promis. Je reconnais son nom. J'ai promis à... voilà, il m'a répondu. Donc, Ouais. en tout cas, le temps que vous posiez d'autres questions, je voulais juste rappeler que, comme l'a dit Alain, c'est des sujets qui d'habitude durent presque une journée. C'est des choses qu'on peut approfondir avec vous si vous avez un besoin avec votre équipe en interne et en privé. On peut faire ça sur Webex si on ne peut pas être accueilli dans vos locaux. On peut aussi faire ça voilà, sous forme de séminaire présentiel. On fait aussi des sessions publiques de ce genre-là. Voilà, puis ensuite vous avez chacun vos commerciaux qui sont par région, proches de vous et disponibles pour vous. Là, je parle pour Ouais. la partie composants passifs et connectiques également. Vous voulez ajouter Quand quelque chose, Alain, peut-être? ouais, quand on était jeune et innocent, on avait droit à faire des séminaires en live, on voyait des gens, on disait bonjour. Ouais, voilà, exactement. Ça me manque un peu, hein. Donc, voilà, le temps que les personnes posent des questions, je continue à parler sur tous ces composants-là. Seulement, je vois pas d'autres questions apparaître pour le moment, hein. J'ai dit encore, c'est parce que tu as été très clair. On a d'autres
Nouveauté, comme vous voyez dans le passif, des résistances de shunt hein, pour la mesure de courant. Tout ce qui est LED, on a beaucoup d'évolutions. On a d'ailleurs des optocoupleurs qui arrivent. Je ne veux pas dire que c'est une nouveauté, hein, ça existe depuis la nuit des temps, Alain, mais on en a à notre Mais, portfolio maintenant. chez nous, c'est nouveau. Voilà. Et également les power modules pour des solutions, on va dire, plutôt rapides dans le design, pour des quantités modérées, on va dire. Les voici les solutions. Connectiques, vous les avez ici. On a déjà parlé des plots de puissance dans les précédents webinaires. Vous avez aussi toute la connectique qui est en haut, qui est gérée par nos équipes en France. Voilà, on arrive à la fin. Je laisse encore la fenêtre question pendant juste quelques instants, puisqu'on est parfait dans le timing. Je laisse les gens poser des questions si besoin. J'en ai pas plus pour le moment. De toute façon, tu vois la fenêtre comme moi, il Ouais, me semble, Alain. ouais, ouais, ouais. Et Bah, écoutez, voilà, tu veux combler en attendant? Tu as des choses à ouais, dire? c'était juste pour vous dire merci d'avoir participé, d'y avoir assisté. Bah, j'espère qu'on se retrouvera sur une prochaine session. Il y a encore plein de sujets à traiter. Et si Alors, vous on avez vient de des idées, décider. Pardon, je t'en Et prie. si vous avez des idées de choses que vous avez envie de voir en webinaire, faites-nous des suggestions d'idées pour qu'on puisse se renouveler, pour qu'on puisse faire quelque chose à façon. S'il y a plusieurs personnes qui semblent intéressées, on peut vous construire ça dans la mesure de nos compétences, hein. Ne me demandez pas de parler de l'aérospatial ou de l'influence de la marée, mais si ça reste sur des domaines VURT électroniques, on fera ça avec plaisir. Je suis déçu, Alain. Je suis déçu. Ouais, je sais, je Ouais. suis pas bon en influence de la marée. Ben, on a des collègues bretons qui vont peut-être nous aider. D'ailleurs, en parlant de collègues bretons, pour l'instant, on s'orienterait pour la semaine prochaine sur un sujet Power over Ethernet. Alain, on en reparlera, c'est à confirmer. Toi, tu avais aussi parlé d'Ethernet tout court, à se coordonner. Ça pourrait aussi faire d'ailleurs un nouveau programme avec épisode 1, épisode 2. On est en train de décider ça et on va le publier très prochainement. Et un sujet qui revient souvent aussi, c'est le sujet sur les varistances. Alors, tant qu'on ne l'a Ah, pas fait en webinaire public, je viens de voir passer la question. Éclateur à gaz, non. Pourquoi? C'est par pur racisme parce que nous, on n'en vend pas. Et les kappa X, kappa Y et Varistance, oui, par contre, puisque ça, c'est des produits VURT. Donc, le séminaire et le calcul des Varistances existe déjà. Kappa X, ça existe. Et kappa Y, ça existe aussi dans le filtre d'entrée d'une alim secteur. Donc, ça, on peut le faire assez rapidement. bah, la personne qui le suggère, là, il a suivi déjà les précédents, les JTT. Il y avait un sujet filtrage secteur, mais c'est vrai qu'il n'allait pas loin non plus dans le sujet, dans le dimensionnement de la kappa X, kappa Y. Par contre, sur un, je dis pas le nom parce que je préfère garder l'anonymat à chaque fois, mais la personne en question nous a sollicité pour faire un support un peu plus approfondi et je pense qu'on parlera justement de dimensionnement de kappa X, kappa Y. Pour les Voilà. Et varistances, je reviens pour, les, là-dessus, pour Alain, c'est les souvent la question. Varistance, c'est la 61-4, 61 000-4-5 en général qui doit être respectée. Donc, en fonction, si vous avez un shoot en différentiel ou en mode commun, il y a des formes d'onde, il y a des calculs à faire. Et le plus important, quel que soit le standard, en fait, le plus important, c'est de savoir quelle est la durée de vie de la varistance parce que vous avez besoin de supporter un nombre de pulses pendant la durée de vie. Et il faut définir ce nombre de pulses pendant la durée de vie. Ça peut être 10, 50, 100, 200 en fonction de l'appli. Il y a pareil, il y a des standards qui vous disent en fonction de l'application et de l'endroit où vous êtes. Donc, si c'est du home appliance, si c'est de l'industrie, quel est les shoots que vous pouvez estimer? Ça peut être de 1 à 100, conneries comme ça. Mm. Voilà, ok. On en reparlera. C'est un sujet qui revient souvent. La Mm. personne en question, on va faire un support particulier. Après, il y a souvent des gens qui nous demandent cette présentation. Voilà. Bah, écoute, il n'y a pas plus de questions sur le sujet du jour. Du coup, bah, je vais me permettre de clôturer. Encore une fois, on est disponible pour le support plus approfondi. Vous avez l'adresse mail ici. On est assez réactif. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et à donner votre avis sur le questionnaire de satisfaction qui va s'afficher dès la fin de la session. Voilà, Alain, merci beaucoup à toi pour ta Eh ben, merci à présentation vous et à et bientôt. bonne journée, bonne fin de semaine, bon pont si certains font le pont, hein. Nous,
On n'a pas cette chance, hein. On verra. À très bientôt sur nos antennes Virtual Electronic France. Au revoir. Ça arrive. Voilà, c'était un merci, mais qui n'est pas passé. Au revoir.